La planète abrite des paysages qui rompent avec la norme, des endroits où les formes, les couleurs et les conditions ne correspondent pas à ce que l'expérience suggère. Beaucoup d'entre eux sont nés de processus lents et d'autres d'événements soudains, mais ils partagent tous un trait commun. Ils ne ressemblent à rien d'autre autour d'eux. Certains ont été découverts par accident, d'autres sont restés cachés pendant des siècles. Ces origines ne sont pas toujours clairement comprises, et ces fonctions restent un sujet d'étude. Ils n'ont pas été créés pour être facilement vus ou expliqués, mais ils ont soulevé des questions qui restent ouvertes. Quelle vérité se cache dans les endroits les plus étranges du monde? Bienvenue à Mundar. Aujourd'hui, je vais vous montrer. C'est parti. Derinkuyu, la cité cachée sous la terre. Sous la région de Cappadoce, dans le centre de la Turquie, se trouve l'une des structures souterraines les plus complexes découvertes à ce jour. Derinkuyu est une ville creusée directement dans la roche volcanique tendre de la région. Sa profondeur atteint 85 mètres, avec au moins 18 niveaux répartis verticalement et reliés par des tunnels étroits et escarpés. Cette structure a été creusée à la main, sans machine moderne. On estime qu'il a pu être utilisé depuis le premier millénaire avant Jacé, bien que son origine exacte reste un sujet de débat archéologique. Les habitants pouvaient fermer les entrées avec des pierres circulaires qui pouvaient être déplacées de l'intérieur, suggérant une fonction défensive claire contre d'éventuels envahisseurs ou menaces extérieures. Le système interne comprenait des pièces séparées pour les logements, les entrepôts, les écuries, les cuisines et les chapelles. Des évents verticaux ont également été identifiés, permettant la circulation de l'air de la surface vers des niveaux plus profonds. Certaines de ces haches atteignent 60 mètres et démontrent une planification précise pour une survie prolongée sous terre. La capacité totale de Derinkuyu a été estimée à environ 20 000 personnes. La ville disposait de sources d'eau indépendantes reliées à des aquifères, permettant à ses occupants de rester cachés pendant de longues périodes. Dans certains secteurs, les niveaux étaient organisés par fonction. Les supérieurs pour les animaux, les moyens pour l'habitation humaine et les plus profonds comme stockage ou abri. Les couloirs étaient délibérément étroits, ce qui rendait difficile le déplacement des groupes ennemis. À chaque niveau, il y avait des portes ou des chambres de verrouillage qui permettaient de sceller des sections entières en cas d'urgence. La ville n'était pas isolée. Des tunnels ont été identifiés reliant Derinkuyu à d'autres villes souterraines voisines, comme Kaymakli, située à plusieurs kilomètres. La redécouverte moderne de Derinkuyu a eu lieu en 1963 lorsqu'un habitant local a abattu un mur de sa maison et a découvert un tunnel qui le menait au système principal. Depuis lors, seule une partie de la ville a été ouverte au public. Les autres restent fermées pour des raisons de sécurité et de conservation. L'agencement intérieur, les connaissances en ingénierie appliquée et l'utilisation défensive de l'espace font de Derinkuyu un exemple unique d'architecture souterraine planifiée. Leur existence démontre que les anciennes civilisations anatoliennes ont développé des solutions structurelles avancées pour se protéger des conflits, des climats extrêmes et des persécutions religieuses. Le désert bouillant. Danakil. La dépression de Danakil est située dans le nord-est de l'Éthiopie, dans la région Afar, près de la frontière avec l'Érythrée. Cette zone est considérée comme l'une des plus inhospitalières de la planète en raison de sa combinaison d'activités géologiques intenses, de températures extrêmes et de faible humidité. Le terrain est situé à plus de 100 mètres sous le niveau de la mer et se trouve sur une triple jonction de plaques tectoniques. Danakil abrite plusieurs volcans actifs, dont l'Erta Ale, qui contient un lac de lave persistant. Les fissures géothermiques émettent des gaz tels que le dioxyde de soufre et la vapeur d'eau.
Le sol contient des dépôts de sel, de soufre et d'oxyde de fer qui créent des formations intensément colorées en jaune, vert, orange et blanc, visibles principalement dans la région de Dalol. Les températures peuvent dépasser 50 degrés Celsius pendant une grande partie de l'année. Cet environnement a été classé comme l'un des plus chauds et des plus secs habités par l'homme. Malgré les conditions défavorables, les populations Afar ont développé des méthodes traditionnelles d'extraction du sel en blocs rectangulaires qu'elles transportent par caravane de chameaux vers des régions plus chaudes. La géologie de la région permet d'observer en temps réel la formation de la croûte terrestre. La région est un bassin en expansion où les plaques africaines et arabiques s'éloignent à un rythme d'environ 2 cm par an. Cette activité génère des affaissements, des fractures visibles et des microséismes fréquents. Dans la région de Dalol, des bassins d'eau acide avec des valeurs de pH proches de 0, accompagnés de fortes concentrations de sel métallique, ont été identifiés. Ces conditions ont suscité l'intérêt des astrobiologistes et des géochimistes en raison de leur similitude avec les environnements extrêmes d'autres corps célestes. Certaines études ont remis en question la possibilité de vie dans ces eaux, tandis que d'autres ont fait état de micro-organismes adaptés à une acidité extrême. Le sol de Danakil contient de vastes couches de sel qui ont été formées par l'évaporation d'anciennes mers. Les formations d'évaporites ont été utilisées comme modèle géologique pour étudier l'évolution des bassins fermés. La structure du terrain facilite également la remontée de magma près de la surface, provoquant la formation de dômes de sel, de cônes volcaniques et de sources chaudes. L'accès à Danakil nécessite des permis officiels, des escortes armées et une assistance logistique spécialisée. Les itinéraires vers les sites les plus actifs traversent un terrain sans infrastructure et nécessitent une planification détaillée. Les conditions thermiques, la toxicité de l'air et l'instabilité des sols limitent les séjours prolongés des visiteurs et des techniciens. L'abîme bleu, le grand trou du Belize. Au large du Belize, dans la mer des Caraïbes, un cercle presque parfait s'ouvre au milieu de l'eau turquoise. Il mesure plus de 300 mètres de diamètre et s'enfonce jusqu'à une profondeur de 120 mètres. On l'appelle le grand trou bleu. Sa forme, sa taille et sa couleur en font l'un des gouffres sous-marins les plus frappants de la planète. Ce trou n'a pas été formé par un impact ou une explosion. Elle est apparue lors de la dernière période glaciaire, lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus bas. À cette époque, le site faisait partie d'une grotte sèche située sur la terre ferme. Lorsque le climat a changé et que le niveau de l'eau de l'océan est monté, les cavernes se sont effondrées et ont été complètement inondées, exposant cette énorme fosse circulaire. Le fond du trou est composé d'un mélange de sédiments, de formations calcaires et de stalactites encore préservées sous l'eau. Son existence a été confirmée en détail en 1971, lorsque l'explorateur Jacques Cousteau l'a inclus dans l'une de ses expéditions. Depuis lors, il est devenu une référence mondiale en matière de plongée profonde. Cependant, la descente vers l'intérieur n'est pas facile. Les murs deviennent de plus en plus sombres et le passage de la lumière est rapidement réduit. À une certaine profondeur, le mélange gazeux change et l'accumulation d'azote peut provoquer des altérations de la perception. Plusieurs plongeurs ont perdu la vie en explorant ces niveaux inférieurs. L'environnement marin autour du trou est riche en vie. Les requins de récif, les tortues et les éponges se déplacent dans la zone extérieure. Mais à l'intérieur des terres, la faune est limitée. À une quarantaine de mètres de profondeur, une couche dense de sulfure d'hydrogène sépare les eaux supérieures des eaux inférieures. En dessous de cette ligne, il n'y a presque pas d'oxygène, ce qui signifie que peu d'espèces peuvent survivre. Lors d'une récente expédition, l'ensemble du trou a été cartographié numériquement. Des structures effondrées, des chambres latérales et un fond plat recouvert d'une épaisse couche de boue ont été détectés. Bien qu'aucune trace humaine n'ait été trouvée, les chercheurs ont trouvé des preuves d'anciens passages dans des grottes, confirmant son origine géologique. Le Grand Trou Bleu fait partie du système récifal du Belize, un site du patrimoine mondial.
Les autorités ont établi des réglementations strictes pour préserver son équilibre environnemental, et l'accès est limité aux opérateurs certifiés. Sa formation, sa profondeur et sa structure souterraine en font un cas unique de gouffre marin. Il n'y en a pas d'autre avec ses dimensions et son histoire géologique aussi bien documentée. Sous la surface, le trou n'est pas seulement un défi pour les plongeurs, mais aussi une fenêtre sur le passé de la planète. Le lac des Méduses. Sur une petite île du Pacifique occidental, au sein de l'archipel des Palaos, se trouve un lac marin où des milliers de méduses se déplacent chaque jour en suivant la course du soleil. L'endroit est connu sous le nom de Jellyfish Lake et est séparé de l'océan par une barrière naturelle de roches et de végétation. Bien qu'il soit relié à la mer sous terre, son écosystème a évolué dans un isolement complet. Les méduses qui peuplent ce lac sont uniques. Au fil des millénaires, faute de prédateurs naturels, ils ont presque complètement perdu leur capacité à mordre. Il s'agit de méduses dorées du type Mastygias, une sous-espèce adaptée à ce milieu fermé. Leur mouvement collectif dans l'eau a été étudié par les biologistes pour sa précision quotidienne, car ils s'orientent grâce à la lumière du soleil pour maximiser la photosynthèse des algues symbiotiques qu'ils portent en eux. Le lac mesure environ 400 mètres de long et a une profondeur maximale de 30 mètres. Dans la couche superficielle, la concentration d'oxygène permet la vie de ces méduses et de quelques autres espèces adaptées au milieu. Mais à partir de 15 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'oxygène disparaît complètement. À cette profondeur commence une couche dense avec de fortes concentrations de sulfure d'hydrogène, un gaz toxique pour les humains et la plupart des organismes marins. Les visiteurs peuvent nager parmi les méduses, à condition de le faire dans la zone de sécurité. L'utilisation d'équipements de plongée sous-marine n'est pas autorisée, car les bulles peuvent perturber l'équilibre délicat de l'eau. L'accès est réglementé par le gouvernement local et chaque visiteur doit suivre des instructions spécifiques pour éviter d'endommager l'écosystème. Ce lac est l'un des nombreux plans d'eau similaires de la région, mais il est surtout connu pour sa taille et la densité de sa population de méduses. On estime qu'en haute saison, il peut contenir des millions de spécimens en mouvement. Leur étude a fourni des données sur l'adaptation biologique dans des environnements fermés, l'évolution sans pression des prédateurs et la relation entre les organismes marins et les micro-organismes symbiotiques. L'isolement du lac a commencé il y a environ 12 000 ans, lorsque le niveau de la mer a augmenté après la fin de la dernière période glaciaire. L'eau de mer s'infiltrait à travers les fissures du calcaire, remplissant les dépressions intérieures. Au fil du temps, la faune s'est retrouvée piégée dans des conditions différentes de celles de l'océan, donnant naissance à un écosystème autonome. Le lac aux méduses est une réserve naturelle protégée. Leur fragilité écologique a conduit à des fermetures temporaires dans le passé, notamment lorsque les niveaux de salinité ou de température ont changé brusquement. Aujourd'hui, c'est l'un des rares endroits au monde où la migration solaire peut être observée dans un environnement marin complètement fermé. Incendie piégé. Le cratère de Darvaza. Au cœur du désert du Karakoum, au Turkménistan, un creux dans la terre brûle sans interruption depuis plus de 50 ans. Il s'agit du cratère de Darvaza, une excavation d'origine accidentelle qui est devenue populairement connue sous le nom de Porte de l'Enfer. Son diamètre dépasse 60 mètres et sa profondeur atteint 30. De l'intérieur, des flammes constantes émergent, illuminant le sol la nuit. L'histoire de ce cratère a commencé en 1971, lorsqu'une équipe de géologues soviétiques a foré la zone à la recherche de gaz naturel. Au cours de l'opération, le sol s'est soudainement effondré et l'équipement de forage a été aspiré dans une poche souterraine. Peu de temps après, de grandes quantités de méthane ont commencé à s'échapper. Pour éviter un éventuel empoisonnement ou une explosion, les techniciens ont décidé de mettre le feu au gaz,
espérant qu'il s'éteindrait en quelques jours. La combustion ne s'est jamais arrêtée. Des décennies plus tard, l'incendie est toujours actif. On estime que la température au fond du cratère dépasse les 400 degrés Celsius. La cause principale de sa persistance est la libération continue de gaz provenant des couches profondes du sous-sol, alimentant constamment la flamme. Jusqu'à présent, aucun moyen efficace de l'éteindre n'a été trouvé. Le cratère est situé dans une région reculée du pays. Il n'existe pas d'infrastructure formelle pour le tourisme et l'accès se fait par des chemins de terre en véhicules tout-terrain. Malgré cela, des milliers de personnes le visitent chaque année, attirées par le caractère unique du phénomène. La plupart des visites ont lieu au crépuscule, lorsque la lueur du feu est visible à des kilomètres à la ronde. La zone entourant le cratère est riche en ressources fossiles. Le Turkménistan dispose de vastes réserves de gaz naturel et de nombreuses zones désertiques sont ouvertes à l'exploration et à l'extraction. Cependant, Darvaza est devenu un cas isolé, une évasion transformée en attraction permanente. Son existence soulève des questions sur le contrôle des émissions indésirables et sur l'impact du forage en terrain instable. En 2020, le gouvernement turkmène a ordonné une évaluation des mesures visant à éteindre l'incendie, invoquant des préoccupations environnementales et sanitaires. Cependant, à ce jour, aucune intervention efficace n'a été réalisée. La fermeture du cratère impliquerait des risques techniques considérables, ainsi que des investissements importants. Le cratère de Darvaza n'est pas délimité par des barrières physiques. Il n'y a pas de signalisation directe ni de points de sécurité. La proximité du bord constitue un danger pour les visiteurs, surtout la nuit. Les autorités ont émis des recommandations, mais le site reste sans surveillance. Bien qu'il n'ait été ni planifié ni conçu, le cratère de Darvaza est aujourd'hui l'un des phénomènes géologiques les plus connus d'Asie centrale. Son origine, sa durée et son activité constante en ont fait un cas unique dans l'étude des accidents industriels et des émissions naturelles persistantes. Rivières aux couleurs vives, Caño Cristales. Dans le centre de la Colombie, dans le parc national de la Sierra de la Macarena, coule une rivière dont l'apparence change au fil des saisons. Son nom est Caño Cristales et il est devenu connu pour la présence simultanée de plusieurs couleurs dans ses eaux. Cette particularité n'est pas due à des minéraux ou à des polluants, mais à un organisme végétal qui vit au fond du lit de la rivière. La plante aquatique responsable du phénomène est une espèce d'algue endémique appelée Macarenia clavigera. Pendant la saison des pluies et au-delà, l'exposition au soleil et le niveau d'eau exact permettent une reproduction massive. À cette époque, le fond de la rivière est recouvert de pigments intenses, notamment de rouge, de vert, de jaune, de bleu et de noir. L'effet visuel change en fonction de l'heure de la journée et de la profondeur de l'eau dans chaque section. La rivière mesure environ 100 km de long. Son débit n'est pas constant et il n'est pas navigable. La plupart des zones où l'on trouve des couleurs sont situées dans des zones peu profondes, où l'eau est complètement claire. Cela vous permet de voir clairement les formations rocheuses, les plantes et les sédiments qui contribuent à la variété chromatique. L'accès à Caño Cristales est réglementé par des entités environnementales. La visite n'est possible qu'à certaines périodes de l'année, lorsque l'écosystème est assuré d'être intact. L'entrée est limitée aux visites à pied avec des guides autorisés et l'utilisation de crème solaire ou de produits chimiques susceptibles d'altérer la composition de l'eau est interdite. L'environnement naturel qui entoure la rivière est également unique. La Sierra de la Macarena est une zone de transition entre trois écosystèmes majeurs, l'Amazonie, les Andes et les plaines orientales. Cela a créé une biodiversité unique, avec des espèces animales et végétales que l'on trouve uniquement dans cette région. Le lit de la rivière est formé par d'anciennes roches du bouclier guyanais, l'une des plus anciennes formations géologiques de la planète. Les dépressions naturelles dans ces roches, appelées nids de poules, accumulent l'eau et permettent la concentration des plantes qui génèrent les couleurs. Ces cavités,
façonnés par l'érosion fluviale, agissent comme des réservoirs visuels de pigments naturels. Le volcan a trois faces. Kelimutu. Au centre de l'île de Flores, en Indonésie, se trouve un volcan dont le sommet est divisé en trois cratères, chacun rempli d'un lac d'une couleur différente. Le complexe s'appelle Kelimutu et est considéré comme l'une des formations volcaniques les plus uniques de l'archipel indonésien. Contrairement aux autres caldeira, les trois lacs sont situés à une courte distance les uns des autres, mais leurs couleurs varient indépendamment. La différence de ton n'est pas due à des pigments fixes, mais à des réactions chimiques qui changent au fil du temps. Les lacs contiennent des eaux très acides, riches en minéraux dissous, qui réagissent avec les gaz volcaniques émis par le fond. Ces composés, associés à l'influence de facteurs externes tels que la pluie, l'oxygène atmosphérique et la température, produisent des variations constantes de la couleur de l'eau. Des nuances de bleu, de vert, de marron, de blanc, de rouge et même de noir ont été enregistrés. Chacun des trois lacs porte un nom local. Le plus occidental est Tiwu Ata Mbupu. Les deux autres, Tiwu Nua Muri Kufai et Tiwu Ata Polo, sont séparés par un mince mur rocheux. Les dimensions et les profondeurs sont différentes, et il n'y a pas de communication directe entre elles, ce qui renforce les différences chimiques et thermiques entre leurs masses d'eau. Kelimutu est situé dans un parc national et est un volcan actif. Il n'y a pas d'éruptions fréquentes, mais les mouvements internes du magma continuent de générer des émissions de gaz. Ces gaz montent à travers l'eau des cratères et modifient sa composition chimique. Une surveillance est effectuée régulièrement et les changements de couleur des lacs sont l'un des indicateurs de l'activité interne. Bien que le phénomène soit géologique, son comportement est irrégulier et difficile à prévoir. Parfois, les trois lacs ont affiché des couleurs similaires. À d'autres époques, chacun a adopté un ton différent. Les variations ne suivent pas un modèle annuel fixe. Cela a fait du Kelimutu un objet d'étude pour les volcanologues, les chimistes et les climatologues. La zone autour du volcan est montagneuse et difficile d'accès. Pour atteindre les bords des cratères, il faut emprunter des sentiers balisés. Le parc dispose d'une plateforme d'observation à partir de laquelle vous pouvez voir les trois lacs simultanément. Les autorités ont établi des réglementations strictes pour éviter le contact direct avec l'eau, en raison de sa toxicité et de la fragilité de ses bords. Malgré sa taille modérée, le Kelimutu est l'un des volcans les plus inhabituels d'Asie du Sud-Est. La coexistence de trois masses d'eau distinctes, avec des caractéristiques chimiques si différentes, n'a pas d'équivalent clair dans d'autres systèmes volcaniques actifs. Là où le désert rencontre la mer, la côte du Namib. Il est rare qu'un désert se termine à l'océan sans une transition visible. Sur la côte ouest de l'Afrique, le désert du Namib descend directement vers la mer. Cette rencontre abrupte entre les dunes et l'eau forme l'un des paysages les plus extrêmes et uniques de la planète. La bande côtière est connue sous le nom de Skeleton Coast, une étendue de terre aride de plusieurs centaines de kilomètres de long, sans aucune implantation permanente. Les dunes du Namib sont parmi les plus anciennes du monde, formées il y a plus de 5 millions d'années. Ils atteignent des hauteurs de plus de 300 mètres et s'étendent perpendiculairement à l'océan Atlantique. Sa couleur varie de l'or au rougeâtre, selon la quantité d'oxyde de fer présente dans le sable. Le vent marin est le principal façonneur de ces formes. Le brouillard est un élément constant sur cette côte. Elle est produite par l'interaction entre l'air froid de l'océan et la chaleur du désert.
Cette humidité atmosphérique est une source vitale pour plusieurs espèces endémiques, comme le scarabée du Namibe, qui capture les gouttelettes d'eau sur son corps incliné pour survivre dans un environnement sans pluie. Il y a de nombreuses épaves de navires sur la côte. Des conditions météorologiques imprévisibles, des courants forts et un manque de points de référence visuels ont conduit de nombreux navires à s'échouer sans possibilité de sauvetage. Certaines de ces structures restent partiellement enfouies dans le sable, visibles depuis les airs. Les marins survivants ont été confrontés à une déshydratation totale en quelques heures. Le sol entre les dunes et la mer est instable. Il n'y a pas de routes balisées et l'accès se fait par des véhicules spéciaux ou par avion. Plusieurs zones sont restreintes en raison de la présence de camps miniers et de zones protégées. La Namibie a créé des réserves naturelles le long de certaines parties de sa côte pour préserver la biodiversité dépendante du microclimat côtier. La zone est également un lieu d'intérêt pour les études d'adaptation. Des animaux tels que les chacals, les hyènes brunes, les reptiles et les petits mammifères ont développé des habitudes nocturnes et des régimes alimentaires spécifiques pour profiter des restes laissés par la mer sur la plage. Les plantes ont également évolué pour capter l'humidité du brouillard et résister au mouvement constant du sable. La frontière visuelle entre le désert et l'océan ne change pas. Il n'y a pas de végétation qui délimite les deux milieux. Le sable tombe directement dans l'eau et les vagues s'écrasent contre une base sans obstacle. Cette interaction directe, sans transition progressive, est ce qui fait de la côte du Namibe un exemple unique de collision naturelle entre deux écosystèmes opposés. Le marais mort, Dead Vlei. Au cœur du parc national de Namib-no-Kluft, entouré de certaines des plus hautes dunes de la planète, se trouve une vallée sèche connue sous le nom de Dead Vlei. Son nom signifie « marais mort » et fait référence à une ancienne zone humide qui a été complètement coupée de l'eau il y a des siècles. Le lieu est constitué d'un sol d'argile blanche durcie, d'arbres morts sans feuilles et d'un environnement dépourvu de vie visible. Le paysage actuel est le résultat d'un changement du cours de la rivière Tsochab, qui alimentait cette zone de façon saisonnière. Il y a environ 600 ans, des dunes mouvantes ont bloqué l'écoulement de l'eau, et Dead Vlei a été coupé de toute source d'eau. La végétation est morte peu de temps après, mais les arbres morts sont restés debout. Ils ne se sont pas décomposés en raison de l'extrême aridité du climat. Les arbres visibles à Dead Vlei ne sont pas pétrifiés. On estime qu'ils ont entre 6 et 800 ans. Leurs troncs noirs ont été brûlés par l'exposition directe au soleil pendant des siècles. Le manque d'humidité dans l'environnement a empêché les bactéries et les champignons d'accélérer sa décomposition. Ce qui reste est une sorte de fossile végétal naturel, inchangé depuis la disparition de l'eau. Le sol de Dead Vlei est compact et craquelé. Il est composé de sédiments argileux qui accumulaient autrefois de l'eau. Lorsque le sol est complètement sec, il acquiert une couleur claire qui contraste avec le rouge intense des dunes environnantes et le bleu du ciel. Cette combinaison de tons et de formes a fait de ce lieu l'un des plus photographiés d'Afrique australe. Les dunes qui entourent la zone mesurent plus de 300 mètres de haut. Ce sont des accumulations de sable transportées par le vent depuis l'océan Atlantique, façonnées par des courants constants et sans végétation pour les maintenir en place. Certaines, comme Dune 45 ou Big Daddy, sont accessibles à pied et permettent d'observer l'ensemble du paysage depuis leur crête. L'accès à Dead Vlei nécessite de parcourir plusieurs kilomètres depuis l'entrée du parc. La dernière partie du parcours ne peut être effectuée qu'avec des véhicules équipés pour le sable profond. La randonnée finale vers la vallée sèche traverse des plaines ouvertes avec une exposition complète au soleil, obligeant les visiteurs à apporter de la crème solaire et beaucoup d'eau. Il n'y a pas d'animaux résidents permanents à Dead Vlei. Cependant,
Certaines espèces adaptées au désert, comme les scorpions, les insectes et les petits oiseaux, traversent occasionnellement la région. L'absence d'ombre et de sources de nourriture rend la présence stable d'une faune plus importante non viable. Dead Vley n'a pas changé visiblement depuis des siècles. Son état actuel est le résultat d'un processus lent et définitif. L'interruption d'un écosystème fluvial par l'avancée du désert. Aujourd'hui, c'est un espace figé dans le temps où chaque élément conserve la même apparence que lorsque l'eau a disparu. Récipient inexpliqué. La plaine des Jars. Dans les hautes terres du nord du Laos, sur une série de douces collines couvertes de végétation basse, des milliers de vases en pierre sont dispersés sans aucun motif évident. Le site est connu sous le nom de plaine des Jars. Les structures sont grandes, lourdes et taillées dans des blocs de roche. Certains atteignent 3 mètres de hauteur et pèsent plusieurs tonnes. Sa distribution et sa fonction d'origine restent inexpliquées. Ces vases mégalithiques sont dispersés dans plusieurs groupes archéologiques. Le plus grand, appelé Site 1, contient plus de 300 unités. Au total, plus de 90 zones avec présence de jarres ont été documentées dans toute la région de Xiangkhuang. Elles sont constituées principalement de grès, de granit et de calcaire, des matériaux qui ne correspondent pas toujours aux formations géologiques du lieu où elles ont été trouvées. L'âge exact des pots n'a pas été déterminé avec précision. Cependant, les études les plus récentes les situent entre 500 ans avant notre ère et 500 ans de notre ère. Certaines enquêtes ont permis de découvrir des restes humains, des fragments de poterie et des objets métalliques à proximité des structures, suggérant une possible utilisation funéraire. Il n'existe pas de théorie définitive sur son objectif. Certaines hypothèses suggèrent qu'ils auraient pu être utilisés pour stocker l'eau de pluie, fermenter le riz, conserver les aliments ou contenir les cendres humaines après la crémation. La possibilité qu'ils aient fait partie de rituels funéraires a également été évoquée, en raison de la présence de tombes et de restes osseux à proximité. Le site a été fermé pendant plusieurs décennies en raison de la présence de munitions non explosées, résultat des bombardements pendant la guerre du Vietnam. Actuellement, plusieurs sites ont été déminés et ouverts au public, même si certaines zones restent inexplorées pour des raisons de sécurité. Le transport et le placement des pots restent l'un des aspects les plus énigmatiques. Certains d'entre eux sont situés sur des terrains élevés, loin des carrières connues. Aucun vestige d'outils n'a été retrouvé pour expliquer comment ils ont été sculptés avec une telle précision ou comment ils ont été déplacés sur des distances considérables sans technologie avancée. L'environnement naturel de la région est stable. Les conditions climatiques sèches, avec des précipitations concentrées sur une seule saison, ont permis aux structures de rester relativement intactes au fil des siècles. La faible végétation et l'urbanisation limitée ont également contribué à préserver le paysage archéologique. La plaine des Jars a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019. Son importance réside non seulement dans la quantité et la taille des artefacts, mais aussi dans le fait qu'ils représentent une forme de culture matérielle sans parallèle direct connu. Le mystère entourant son origine et sa fonction reste ouvert, et les recherches dans ce domaine se poursuivent par intermittence. Forêt gelée sous-marine, le lac Khaindi. Dans une région montagneuse du sud-est du Kazakhstan, à plus de 2000 mètres d'altitude, un lac s'est formé qui préserve les vestiges intacts d'une forêt sous sa surface. Il s'agit du lac Khaindi.
Un bassin allongé d'eau froide et profonde, où les troncs submergés d'arbres anciens restent debout, comme si le temps s'était arrêté. Le lac n'est ni d'origine glaciaire ni volcanique. Il s'est créé naturellement à partir d'un glissement de terrain déclenché par un tremblement de terre en 1911. Le glissement de terrain a bloqué la vallée de Kaindi, interrompant le cours d'un ruisseau qui a commencé à s'accumuler derrière le mur de sédiments. En quelques semaines, l'eau a recouvert toute la forêt, piégeant les arbres sous sa surface. La température de l'eau, qui dépasse rarement 6 degrés Celsius, ralentit la décomposition du bois. Les rondins ont été conservés en place, sans s'incliner ni s'effondrer. De la surface, ils dépassent droit vers le haut, sans branches ni feuillage. Sous l'eau, cependant, de nombreuses branches restent intactes, visibles dans de bonnes conditions de lumière. L'effet visuel change avec la saison. En été, l'eau prend une teinte bleu-vert et les troncs d'arbres émergent comme des aiguilles grises sur fond de forêt submergée. En hiver, la surface peut geler partiellement, transformant le paysage en une combinaison de glace, d'eau et de bois en suspension. Le lac a une profondeur moyenne de 20 mètres et une superficie d'environ 400 mètres. Il ne dispose pas d'infrastructures touristiques permanentes. L'accès se fait par des routes de montagne et le site fait partie du parc national de Kolsai. La navigation de plaisance et la plongée ne sont autorisées qu'avec une autorisation préalable et dans des conditions de conservation strictes. Terre d'une autre époque. L'île de Socotra. Dans l'océan Indien, à plus de 300 km au large des côtes du Yémen, se trouve une île qui abrite un écosystème sans équivalent connu. Socotra est la plus grande d'un petit archipel isolé et sa biologie a évolué de manière indépendante pendant des millions d'années. Près de 37% de ces espèces végétales ne se trouvent de nulle part ailleurs sur la planète. La formation géologique de l'île remonte à plus de 20 millions d'années. Séparée du continent africain et de la péninsule arabique par des mouvements tectoniques, son isolement a permis à de nombreuses espèces de survivre sans concurrence ni prédateurs extérieurs. Cette condition a donné naissance à un environnement dominé par des formes végétales inhabituelles. L'arbre le plus représentatif de Socotra est le Dracaena cinnabari, connu sous le nom de sang de dragon. Sa canopée dense en forme de parapluie et sa résine rougeâtre le distinguent de toutes les autres espèces d'arbres. À ses côtés poussent des plantes succulentes aux structures torsadées, des arbustes aux feuilles cireuses et des fleurs adaptées aux conditions extrêmement sèches. La végétation est répartie en fonction de l'altitude, de l'orientation du vent et de la disponibilité des eaux souterraines. Le climat de Socotra est sec et chaud pendant la majeure partie de l'année, avec une brève période pluvieuse influencée par les moussons. Les montagnes intérieures retiennent une partie de l'humidité et permettent la formation de microclimats, où se concentre la plus grande diversité biologique. Il n'y a pas de rivières permanentes, mais il existe des dépôts d'eau dans des grottes et des crevasses du terrain calcaire. La faune présente également des caractéristiques uniques. Parmi les reptiles, plus de 20 espèces endémiques ont été identifiées, dont des lézards, des geckos et des serpents qui n'habitent aucun autre écosystème. En ce qui concerne les invertébrés, les scientifiques ont recensé des centaines d'espèces d'insectes et d'arachnides adaptées aux conditions de l'île. Les zones côtières sont entourées de récifs coralliens relativement peu explorés. Le littoral rocheux abrite des mangroves, des lagons saumâtres et des plages de sable blanc. La population humaine est petite, concentrée dans de petits villages où l'on pratique la pêche, l'élevage et la collecte de résine. Il n'y a pas d'infrastructure majeure ni de développement touristique massif. Socotra a été déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 2008. Les activités économiques sont réglementées par des plans de gestion qui visent à empêcher l'introduction d'espèces étrangères et la surexploitation des ressources. Malgré son isolement, l'île fait l'objet d'un intérêt scientifique et écologique croissant.
La valeur de Socotra réside dans son statut de laboratoire naturel de l'évolution biologique. Leur forme de vie, adaptée à un environnement rude et isolé, représente un exemple vivant de la manière dont la biodiversité peut se développer de manière indépendante lorsque les connexions avec d'autres écosystèmes sont interrompues. Montagne aux 7 couleurs, Vinicunca. À plus de 5000 mètres d'altitude, dans les Andes péruviennes, se trouve une formation géologique remarquable par sa disposition visible de bandes minérales de différentes couleurs. La montagne Vinicunca, également connue sous le nom de montagne des 7 couleurs, s'étend dans la chaîne de montagnes Vilcanota, au sud-est de Cusco. Son apparition n'est pas le résultat d'une intervention humaine, mais plutôt de l'accumulation de divers sédiments sur des millions d'années. Les couches colorées sont le résultat de matériaux minéraux déposés au cours de différentes périodes géologiques. Le rouge provient des oxydes de fer, jaune à partir de composés soufrés, le vert des chlorites et le blanc en quartz ou en grès clair. Chaque bande correspond à un moment d'accumulation différent et à des conditions chimiques particulières qui ont déterminé sa coloration. Pendant longtemps, la montagne se restait recouverte d'une épaisse couche de neige et de glace. Son aspect actuel n'est devenu visible qu'au cours des dernières décennies, suite à un processus de dégel progressif. Ce changement a permis l'exposition directe des strates qui sont restées cachées sous la surface gelée. Depuis lors, le site a été documenté par des géologues et est devenu une attraction touristique. L'accès à Vinicunca se fait par des routes de haute montagne. Les routes traversent des terrains accidentés avec des altitudes dépassant les 4000 mètres. Les conditions météorologiques peuvent changer soudainement, avec des vents forts, de la pluie ou des chutes de neige. L'altitude représente également un défi physique pour les visiteurs. Une acclimatation préalable est donc recommandée. Lac momifiant, Natron. Dans le nord de la Tanzanie, près de la frontière kenyane, se trouve un lac alcalin dont la composition chimique rend l'environnement presque incompatible avec la vie. Le lac Natron occupe une dépression dans la vallée du Grand Rift et se caractérise par ses eaux extrêmement salées, son pH élevé et sa capacité à calcifier les organismes qui entrent en contact avec lui. Contrairement à d'autres lacs, il ne sert pas de source d'eau douce ni d'habitat régulier pour les poissons. L'alcalinité du lac est le résultat de l'accumulation de carbonate de sodium et d'autres minéraux qui arrivent par ruissellement des collines volcaniques voisines, en particulier du mont Oldoinho Lengai, un volcan actif qui crache de la lave riche en natrocarbonatite. Ces composés se dissolvent dans l'eau et, sous l'action de la chaleur et d'une évaporation intense, génèrent une solution hautement alcaline, pouvant atteindre un pH supérieur à 10,5. La température de l'eau peut dépasser 40 degrés Celsius à la surface. Dans ces conditions, la vie aquatique est extrêmement limitée. Seules quelques espèces d'algues, de bactéries halophiles et de petits invertébrés sont capables de survivre. Cependant, la zone est utilisée par de grandes colonies de flamands nains qui nichent dans des zones difficiles d'accès, en raison de la salinité et de l'isolement. Le phénomène le plus frappant du lac se produit lorsque des oiseaux ou d'autres animaux meurent dans ces eaux. La forte concentration de minéraux provoque une déshydratation rapide et un revêtement externe, ce qui crée un effet de momification naturelle. Les corps restent rigides, recouverts d'une couche blanche ou grisâtre qui préserve leurs formes extérieures.
Ce processus n'implique pas de pétrification ou de fossilisation, mais plutôt une préservation de surface due à la réaction chimique entre les tissus et les minéraux. La surface du lac change de couleur en fonction de la période de l'année et de la concentration de micro-organismes. Elle peut varier entre le rouge, l'orange et le blanc, selon les colonies de cyanobactéries présentes et le niveau d'évaporation. L'absence de végétation riveraine et la texture durcie des berges renforcent l'impression d'un paysage aride et statique. L'accès au lac est limité. Il n'y a pas d'établissement permanent à ses abords. La région est habitée par des communautés Masaï qui utilisent les zones adjacentes pour le pâturage, mais ne consomment ni n'utilisent l'eau du lac. Les visites sont effectuées avec des guides locaux et l'entrée dans l'eau est interdite en raison de sa nature corrosive. Le lac Natron fait l'objet d'études sur l'adaptation microbienne, les processus d'évaporation saline et les conditions extrêmes dans les écosystèmes terrestres. Certains chercheurs l'ont comparé aux environnements martiens ou lunaires en raison de sa combinaison de chaleur, d'alcalinité, de salinité et d'absence de vie complexe. Malgré son apparence hostile, le lac remplit une fonction écologique cruciale en tant que site de nidification et refuge pour les oiseaux migrateurs. Sa géographie inhabituelle et sa chimie agressive le placent parmi les étendues d'eau les plus extrêmes documentées à la surface de la Terre. Bien qu'ils partagent la même planète, ces lieux semblent étrangers à toute logique. Ils ne rentrent pas dans les cartes, les règles ou les explications simples. Ils existent, mais ils sont déconcertants, et plus vous les explorez, plus il est difficile de savoir ce qu'ils cachent vraiment.